Bonjour à toutes et à tous. Donc vous êtes dans la table ronde l'entreprise apprenante, l'exemple de Bibran à Saint-Jean-de-Luz, où nous sommes trois intervenants qui vont se présenter, en commençant par Laurent Bonneau. Laurent, à toi la parole. Bonjour, bienvenue. Donc Laurent Guenot, directeur du site d'Hébron de Saint-Jean-de-Luz depuis 3 ans. Denis. Denis Bismuth, moi j'accompagne des entreprises, je suis consultant, j'accompagne des entreprises dans les démarches apprenantes et je fais essentiellement une supervision de dirigeants. Et puis moi-même, François Pellerin, qui travaille pour la chaire Futur de l'industrie et du travail de Mines ParisTech, qui s'intéresse à l'organisation des entreprises dans le contexte de la transformation digitale de l'industrie. Donc, un petit mot sur comment cette table ronde est née, en fait, comment on s'est rencontrés. Bon, moi, pour un nouveau travail de la chaire Futur de l'industrie et du travail, je cherchais des exemples d'entreprises qui avaient des démarches un peu innovantes. Et Denis, que je croisais de loin sur les réseaux sociaux, a répondu à un appel à témoignage que j'avais publié sur LinkedIn et il m'a signalé l'exemple de l'entreprise de Laurent à Saint-Jean-de-Luz. Alors il se trouve, c'est assez amusant que j'habite à peu près à 15 kilomètres de l'entreprise de Laurent, donc ça a facilité les visites, surtout par ces temps de Covid. Donc on a eu un échange téléphonique avec Laurent, puis j'ai été visiter 2 fois l'entreprise et il m'a semblé que c'était un cas intéressant. Donc on va commencer par je pense que d'abord, il faut qu'on parle du parcours de Laurent, qui est un peu atypique. Et donc, il va nous expliquer un peu quel est son parcours avant d'arriver à Saint-Jean-de-Luz, rapidement. Ouais, donc un parcours qui a commencé juste après le bac, pour faire court, en fait, juste avec un bac, microbiologie, biochimie, et donc j'ai commencé à travailler dans l'industrie de la santé en tant qu'opérateur, voire conducteur d'équipements dans la santé. Donc j'ai rapidement repris mes études pour trouver d'autres voies et d'autres richesse intellectuelle, hein. Donc, j'ai fait un master en supply chain, j'ai fait un MBA et j'ai traversé différentes entreprises de la santé, en commençant par Pfizer, une entreprise assez connue en ce moment, 3M, Fareva, Air Liquide Santé, Reikit, etc. Donc, voilà, un parcours assez riche avec différentes fonctions au fur et à mesure, forcément, puisque j'avais repris mes études et donc acquis des nouvelles compétences. Donc voilà, j'ai un parcours assez atypique en commençant juste après le bac à travailler pour trouver ma voie, on va dire, et puis une évolution au fur et à mesure avec une reprise des études année après année, donc enrichissement personnel. Et donc, une envie d'apprendre. On Oui. pourrait. Justement. Ok. Et en fait, tu es arrivé il y a 3 ans, je crois, chez Bibran. Alors déjà, première question, pour toi, l'entreprise apprenante, c'est quoi? Pourquoi est-ce que c'est un modèle? C'est quoi et pourquoi est-ce que c'est un modèle qui te parle? Alors, l'entreprise apprenante, par essence, c'est déjà les acteurs de l'entreprise. Donc, là, pour le coup, c'est le site de Saint-Jean-de-Luz, hein, donc à peu près presque 300 personnes à Saint-Jean-de-Luz, avec un historique depuis 1962, 73 pour le site de Saint-Jean-de-Luz, mais l'entreprise 1962. Ce qui est important, c'est les individus, leur connaissance, ce qu'ils ont acquis, l'expérience, l'histoire des personnes, et la richesse qu'ont dans leur connaissance ces personnes. Et donc l'idée derrière, c'est d'aller partager cette connaissance avec les nouveaux venus, savoir comment la partager, comment la développer, comment la mettre sur le papier, parce que forcément, elle est souvent ancrée au sein des personnes et on n'a pas forcément la capacité d'aller chercher cette connaissance et donc la partager avec les autres. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est la richesse, c'est l'individu d'entreprise. D'accord. Alors, pour faire la transformation que tu as en cours de cette entreprise depuis 3 ans, est-ce que tu peux nous dire d'abord ton objectif global et puis ensuite les étapes, rapidement les étapes, et puis ensuite on rentrera un peu dans le détail. L'objectif, déjà, c'était de valoriser l'individu. Encore une fois, ce que j'essaye de faire passer comme message, c'est l'humain, c'est le plus bel actif de l'entreprise, hein.
Malheureusement, c'est pas toujours compris comme ça. Donc l'idée, c'était vraiment d'arriver à partager toutes ces connaissances, de remettre l'ensemble des acteurs au même niveau et avec la même importance, hein. Si je peux faire une image, grosso modo, c'est des rouages, hein. Si vous avez différents rouages, peu importe la taille du rouage, si vous en retirez un, l'ensemble des rouages ne fonctionne plus. Donc l'important, c'était vraiment d'arriver à partager, de redonner de l'importance à tous les individus et tous les acteurs de l'entreprise. Donc ça a commencé par le top management, hein, donc par le CODIR, hein. Donc partager cette vision-là ensemble. Donc une forme d'humanité aussi, hein, donc d'importance et de partage de compétences. Donc malheureusement, on n'est pas tous avec cette vision et donc il a fallu malheureusement se séparer de quelques personnes qui partageaient pas du tout cette vision-là, hein. C'est pas un défaut, hein. Voilà, c'est une histoire qu'on veut créer ensemble. Donc si on n'est pas tous la même compréhension des enjeux, forcément on peut pas avancer ensemble. Donc on commence déjà par le top management et puis derrière on commence à décliner et on essaie d'aller comprendre quels sont les besoins de chaque individu entreprise et qu'est-ce que lui il attend aussi d'entreprise pour pouvoir réaliser son métier, sa mission, etc. Donc ça commence par là. Le besoin des acteurs, hein, dans l'entreprise, hein, si on commence par discuter avec les gens qui produisent, hein, c'est au quotidien, ils ont besoin de l'aide, de support pour pouvoir faire leur métier avec plaisir et venir dans l'entreprise tous les jours et avoir vraiment l'impression d'être partie prenante et participer à la réussite de l'entreprise. Donc c'est vraiment la mission que j'ai souhaité mettre en œuvre à travers, après on verra, différents outils et différentes façons de le faire. Mmh. D'accord. Donc, comment dire, est-ce qu'il y a du point de vue général, des difficultés particulières auxquelles tu t'es heurté avant de rentrer dans les détails de la transformation? Et la confiance, c'est-à-dire que vous arrivez, enfin je ne suis pas le Messie, hein, vous arrivez dans une entreprise que vous ne connaissez pas, les gens ne vous connaissent pas non plus, avec un historique aussi avant moi, hein, donc mon prédécesseur a passé 21 ans dans l'entreprise, donc voilà, qui a marqué quand même l'entreprise. J'arrive, on n'est pas de la même génération non plus, donc avec une vision assez différente pour le coup. Et donc, il y a toute cette partie de confiance où les gens vous regardent en disant, mais qui est cette personne? Que veut-il exactement? Est-ce que je peux lui faire confiance dans sa démarche? Donc, il y a toute une partie de confiance qui commence par le top management et qui se décline ensuite à travers les différents niveaux d'entreprise et les différents acteurs de l'entreprise. Donc, le premier point, forcément, c'est de donner confiance aux personnes, de les écouter avant de décliner un message, on va dire, top-down, qui n'est pas forcément ce que je souhaite faire. Et donc ça prend un peu de temps, j'imagine, d'établir la confiance. Oui, je pense que en dessous d'un an, c'est compliqué, hein. Ça demande un travail au quotidien, ça demande beaucoup de discussions avec les différents acteurs, ça demande beaucoup de présence sur le terrain, un petit exemple, hein, ce qu'on fait tous les mois, on fait ce qu'on appelle un petit déjeuner, donc avec tous les nouveaux arrivants viennent, on a une discussion ensemble autour un petit café et des petites viennoiseries où la parole est totalement libre. Où les gens viennent dire oui, moi par exemple dans mon atelier j'ai tel problème, ça fait des années que ça dure, etc. Et même pour moi c'est très, très intéressant, c'est pas forcément de moi passer un message mais de l'entendre, parce que vous imaginez bien qu'en tant que directeur de site j'ai malheureusement le montant est aussi limité, donc je peux pas toute la journée tourner autour de tous les acteurs pour essayer d'entendre leurs besoins. Et donc, c'est aussi l'importance d'avoir un management capable aussi de remonter les infos, de les partager, d'écouter. Et vraiment, on inverse, on va dire, le rôle du management, non pas de donner des missions, mais aussi de prendre des missions. Et l'écoute, très important aussi, oui, bien sûr. Alors, si on rentre un peu dans le concret, au-delà des messages que tu as passés, de la réalisation du CODIR, puis de la descente dans la hiérarchie pour faire passer tous ces messages. Ensuite, concrètement, ça prend quelle forme? Est-ce qu'il y a des outils que tu utilises? Enfin, qu'est-ce que tu as mis en place finalement pour supporter cette entreprise apprenante que tu cherches à développer? Ouais. Donc, ce qui était pour moi essentiel et que j'ai découvert il y a quelques temps à travers mes formations, c'est le TWI. En TWI, je pense que Denis en parlera aussi. L'importance pour moi, en fait, je cherchais un outil pour aller, comme je l'évoquais au démarrage, aller chercher la connaissance que les gens ont accumulée depuis des années, l'expérience, et qu'ils ne partagent que quand vous êtes en binôme, etc. Donc l'important, c'était d'arriver à aller capter cette connaissance, cette expérience, cette histoire de l'entreprise. Et à travers le TWI, en fait, ce qu'on appelle les Job Instructions, on a pu en fait mettre sur le papier en fait cette connaissance
et pouvoir la partager avec les nouveaux arrivants ou les personnes qui étaient déjà là depuis un certain temps, mais qui n'avaient pas cette expérience. Donc, pour moi, c'est un outil qui était essentiel pour aller capter de la connaissance. D'autres outils assez simples aussi, qu'on évoque, que tout le monde connaît, ça va être des QRQC, résolution de problèmes. Peut-être que tu peux développer un tout petit peu ce qu'il y a dans une GUI, les grands points. Non, peut-être que je peux partager. On fait une tentative de partage. Ouais, allez, je partage mon écran. Je vais aller chercher le bon écran de préférence. Ouais, choisis l'application peut-être. Je vais voir si ça fonctionne. Je ne sais pas si vous le voyez pour le coup. Ouais. Alors, je vais essayer. Est-ce que c'est suffisamment grand? Est-ce que vous voulez que je partage? Non, je crois que ça va aller. Donc, juste pour c'est avoir une idée générale, c'est ça. Ouais. Juste pour vous donner une première idée de ce qu'on fait aussi, parce qu'on n'a pas forcément parlé de ce que fait donc on fait, on va dire, des produits liés à la stomie, donc malheureusement à des cancers. Donc en général, quand on vous retire une partie de côlon ou on vous retire la vessie. Donc nous, ce qu'on fabrique, c'est les poches qui viennent remplacer en fait on va dire la fin du côlon ou la partie vessie pour récupérer les urines, etc. Donc voilà, c'est pas très joyeux, mais c'est un métier dans la santé. Si j'en passe à la GI, à quoi ressemble une job instruction? Donc là, vous avez en fait comment enseigner en fait. Donc vous avez les différentes étapes. Donc ça vous donne une idée. Vous pourrez aller regarder sur Internet. Vous retrouverez tous les éléments de la GI, souvent en anglais, parce que ça vient de nos amis américains il y a très très longtemps pour le coup. Et c'est en fait toutes les étapes. Très très simple. Encore une fois, on reste vraiment dans les choses assez simples. On n'est pas en train d'élaborer des ingénieries, de la formation, etc. On est resté sur des étapes très très simples, en fait, avec les différentes étapes qu'on peut voir ici. Mise en condition de l'employé, donc encore une fois, très important à la personne. Présenter la formation qu'on veut mettre en œuvre, vérifier l'assimilation des connaissances. Donc à chaque étape, on vient valider que les connaissances sont bien acquises et suivi par la suite en fait des connaissances et de la formation. Est-ce que la personne est capable de continuer à développer ce qu'elle a appris? Et ce qui est important aussi en bas, c'est que si la personne n'a pas acquis les connaissances, c'est que le formateur n'a pas pu les enseigner. Donc, c'est assez intéressant comme démarche intellectuelle. Et voilà ce que ça peut donner par la suite quand on la met en œuvre. Alors, nous, on la met en œuvre, en général, on ne peut pas en faire partout des GI. C'est énorme en termes de travail. Si vous voulez transférer une connaissance à une personne, c'est assez énorme. Donc, ce qu'on fait à chaque fois, en fait, ce qu'on a commencé à faire dans notre stratégie, c'est de dire, OK, à chaque fois qu'on a un problème sur un équipement, on a un incident, on a un défaut qualité, etc., c'est de comprendre la route cause, encore une fois, d'aller chercher pourquoi on a eu ce problème, et comment on va faire pour éviter que ça se reproduise avec les personnes. Donc, en général, on réunit les experts du sujet avec des opérateurs, et on élabore cette fameuse GI. Donc là, ici, le cas, c'est sur un équipement qui s'appelle, comme vous pouvez le voir en haut, Massoto, changement du film de transfert. Donc ça, c'est ce qu'on veut mettre en œuvre à travers le GI. Et en fait, vous avez chaque étape qui est expliquée avec des verbes, l'étape importante, ici, sur la gauche, en haut à gauche. Vous avez les points clés, donc les points importants de ce qu'on essaie d'enseigner, et la raison pour laquelle on le fait. Et à chaque fois, vous avez toutes les étapes. Donc ici, c'est assez simple, vous n'avez que 5 étapes. Encore une fois, ça reste assez simple et assez clair pour que l'opérateur puisse reproduire et faire ça et l'enseigner par la suite aux autres opérateurs. Et à chaque fois, on décline ce genre de GI pour résoudre des problèmes et pour pas qu'ils se reproduisent. 10 minutes, il reste 10 minutes. Efficace. D'accord. Oui, c'est raison des points clés, en fait, juste pour préciser. Exactement. C'est-à-dire qu'en face de chaque point clé, il y a raison du point clé correspondant. En fait, c'est une façon de favoriser un apprentissage plus profond de la part de la personne qui est formée. Et tout ça, il faut le rappeler, cette GI, elle est d'abord mise au point par les opérateurs expérimentés et avec leur participation. C'est une façon de définir le travail par les gens qui font le travail. Exactement. L'idée, c'est pas d'aller chercher des personnes qui ne connaissent pas les équipements. Je pense, on peut penser à des ingénieurs qualité, on peut penser à des ingénieurs machines, etc. L'idée, c'est pas ça. Encore une fois, c'est les personnes qui sont en face des machines connaissent les machines par cœur. Faut pas se leurrer. Quand on veut de l'agilité et qu'on déplace des personnes ou qu'on a des nouveaux arrivants pour des raisons de capacité, on a besoin de partager ces connaissances. Donc, les gens qui sont en face des machines, pour moi, c'est les personnes qui connaissent le mieux les équipements, qui ont la plus grande expérience des équipements. Alors après, ils n'ont pas forcément le savoir comment transmettre cette connaissance. Donc, l'idée du GI, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment cette capacité des gens qui sont en face des équipements, des experts, des acteurs,
de transférer cette connaissance, de la partager avec leurs collègues. D'accord. Donc ça c'est le premier outil, le TWI et en particulier la GY. Si vous cherchez sur internet, vous allez trouver des tas de choses sur le TWI. On peut rappeler que c'est une méthodologie qui avait été développée par l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a d'ailleurs émigré au Japon et qui a fait le bonheur de Toyota. Hein, et qui, au fond, tout ça nous revient aujourd'hui et déployé aujourd'hui. Donc ça c'était le premier outil. Ensuite, tu voulais nous parler du QRQC, je crois. Le QRQC, en fait, c'est la continuité, on va dire, du TWI. TWI, vous avez partagé de la connaissance, de la façon de faire, etc., sur des tâches très spécifiques. Le QRQC, c'est comprendre pourquoi on a eu un problème aussi. C'est cette capacité à aller chercher immédiatement, une fois quand on a le problème, avec l'opérateur qui est en face de la machine, peut-être le technicien qui est pas loin, comprendre d'où vient le problème. Donc, il y a vraiment cette partie, encore une fois, de responsabilisation de l'opérateur, du conducteur d'équipement, des gens qui sont sur le terrain en face de l'équipement et non pas d'aller chercher dans des bureaux des gens qui n'ont jamais vu l'équipement ou très rarement. Donc, l'idée, encore une fois, c'est de donner les moyens aux acteurs qui sont en face de leur problématique de faire le boulot, de comprendre et d'avoir une vraie valeur ajoutée dans leur métier au quotidien. Donc, encore une fois, c'est une méthode assez simple que tout le monde connaît, j'imagine. Donc, nous, on a essayé donc, une fois, de la redévelopper, peut-être de la redesigner en fonction des besoins et de la compréhension des acteurs pour qu'ils puissent, encore une fois, continuer leur étape d'apprentissage et de partage à travers un nouvel outil qui est un outil de résolution de problèmes. D'accord. Oui, on peut rappeler que c'est une méthodologie qui a été déployée dans les années 90 par Nissan et qui est aussi largement partagée et qui fait partie des outils traditionnellement utilisés dans le lean management. Et alors, il y a un troisième outil, moi, qui me parle pas mal, c'est ce que tu appelles le shop management, le shop floor management, je crois. Hein, c'est ça? Ok, ouais, c'est ça. On appelle ailleurs animation à intervalles courts. Tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Bon. Dans l'idée où l'acteur est responsable de son équipement et de son environnement, c'est de dire, OK, tous les jours, en fait, il y a un tour d'atelier avec, par machine, on va voir les différents acteurs. Et les acteurs nous remontent, OK, j'ai eu une bonne journée hier, j'ai pas eu de problème qualité, j'ai pas eu de problème de sécurité et j'ai pas eu de problème technique. Donc, chaque membre de l'OPEX, on va dire de l'OPEX, de la partie lean et de la partie production font le tour et essaient de récolter, en fait, au premier niveau, ce qui a pu se passer, les besoins des opérateurs, des acteurs, et le remonter à un niveau supérieur en disant, OK, voilà, je vous passe un peu mon bébé, moi j'ai un problème, j'aimerais bien qu'on m'aide à le résoudre, si j'ai pas pu le résoudre moi-même en tant qu'acteur. Donc, je remonte ça à un autre niveau, donc un niveau où là on a tous les responsables d'atelier, on a tous les responsables de maintenance, etc. Et eux essayent aussi de résoudre et de répondre aux besoins de l'acteur terrain. Si eux n'y arrivent pas à leur niveau, ça remonte à mon niveau, donc au dernier niveau, donc on appelle le niveau 3, où là, on revient avec tel équipement, on a un gros problème qui est récurrent, on a une casse, etc. Il faut investir, on a fait l'analyse, etc. de l'acteur. Donc voilà, grosso modo, ça permet aux acteurs de remonter leurs besoins du terrain. Ce qu'ils n'ont pas pu résoudre, ils le montent au niveau supérieur. Si c'est toujours pas résolu, ça monte jusqu'à mon niveau. De dire, voilà, on a un besoin qui est identifié, qui est clair, qui nous pose problème au quotidien pour avancer dans notre besoin de produire ou de réaliser ce qu'on a à réaliser. Comment vous faites pour m'aider? Donc, c'est vraiment l'idée de pouvoir remonter ce besoin très rapidement et de pouvoir trouver une solution et d'y répondre pour, encore une fois, répondre aux besoins du patient, c'est-à-dire de lui livrer les poches dont il a besoin avec la qualité et le confort dont il a besoin. En fait, c'est ce qu'on appelle, c'est basé sur la subsidiarité, tout ça, que je définis pour les gens qui sont là et qui ne connaisseraient pas le mot. La subsidiarité, on pourrait, c'est le fait que c'est le niveau le plus bas qui prend à son compte et qui décide des actions qu'il mène et qui remonte au niveau supérieur. C'est lui qui tire la sonnette pour demander au niveau supérieur de l'aide s'il en a besoin. C'est donc, on pourrait dire, la subsidiarité, c'est l'inverse de la délégation. La délégation de pouvoir, c'est descendant. La subsidiarité, c'est montant. C'est ça qui est intéressant. C'est les gens du bas qui décident ce qu'ils prennent et ils demandent de l'aide quand ils en ont besoin. Exactement. Ok. Donc, ça, c'est les outils principaux que tu utilises ou il y en a d'autres?
C'est aujourd'hui, ça répond aux besoins qu'on a aujourd'hui au niveau du site, hein. Donc, on n'a pas encore développé d'autres outils pour le quotidien. On essaie déjà de bien implémenter ces trois outils, hein, qui sont quand même un gros changement, hein, en 3 ans. C'est un gros changement d'organisation, puisque auparavant, enfin, vous avez bien compris qu'on était plutôt dans du pyramidal et donc du top-down. Aujourd'hui, on essaie vraiment de finaliser ces outils-là avant de passer à d'autres, hein. Ouais, d'accord. Je prends une question à la volée là. J'ai Hélène Kerberen qui nous demande, qui parle des espaces de discussion autour du travail. Je ne sais pas si tu te connais ça. Est-ce que par exemple, il y a plusieurs instances de régulation possibles où il y a des échanges autour du travail. Alors il y a des groupes Kaizen par exemple dans certaines entreprises Lean. Il y a ce qu'on appelle le dialogue sur la qualité du travail qui avait été développé par Yves Clos, où il y a un échange sur le travail qui est fait. Est-ce que tu as des instances collectives de délibération sur le travail dans ton entreprise? Instance collective, c'est trop de monde, trop compliqué. J'ai tendance à dire qu'on essaie de réduire je ne veux même pas dire des ateliers, mais je veux dire à des équipements. C'est-à-dire qu'on essaie de Ouais. réunir, on va dire, l'ensemble des équipes qui sont relatives à un équipement pour que tout le monde puisse partager. Parce que je vais prendre un exemple très simple, je pense que tout le monde le connaît. Si vous avez des équipes qui travaillent le week-end, elles sont en général plus autonomes que les équipes de la semaine et ont souvent une plus grande richesse de connaissances ou de gestion des problématiques. Donc l'intérêt pour nous, il est vraiment d'aller rechercher encore une fois. Donc on demande aux équipes de week-end de temps en temps de revenir la semaine pour justement favoriser l'échange avec les équipes de la semaine et donc aller chercher peut-être encore une fois de la connaissance et du partage. Donc dans ce sens-là, oui, il y a vraiment une capacité à générer encore une fois du partage sur la connaissance et le travail. D'accord. Ouais. On a la même Bon. chose sur le développement des métiers également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de développement, tu connais un peu le sujet, on a des entreprises qui évoluent très très rapidement, des technologies qui évoluent encore très très rapidement, Ouais. et il faut faire évoluer forcément les acteurs avec les technologies. Donc on essaie aussi de travailler avec le CSE, avec des acteurs, avec beaucoup de personnes autour des nouveaux métiers ou de l'évolution des métiers, afin de favoriser le plan de formation aussi autour de ces personnes-là, au-delà du TWI, hein, qui est un partage de connaissances mais acquises du passé. C'est comment on va aller chercher les nouvelles compétences pour le futur. Donc il y a aussi ce travail de dire, OK, on sait qu'on va rentrer peut-être des équipements très compliqués, on sait qu'on a des gaps à tel endroit, je pense à l'automatisme, hein, on voit bien que l'automatisme aujourd'hui est très très développé et peut amener des grosses complexités et qu'en plus les acteurs d'automatisme sont assez rares sur le marché pour avoir des automaticiens, c'est assez rare. Donc on essaie aussi de monter en compétences à travers les besoins exprimés par les acteurs à travers des instances. C'est-à-dire qu'on essaie de se mettre autour de la table, de dire de quoi on a besoin demain, comment on fait évoluer ces personnes, Ouais. ces acteurs. D'accord. Ok, bon écoute, pour un premier parcours tour, c'est bien. On va demander à Denis, qui va peut-être, qui nous parle un petit peu de l'entreprise apprenante et de quelle est la définition qu'il en donne et ses contours. Oui, alors, moi je commencerai par la question qui se pose maintenant, c'est pourquoi est-ce que ça arrive maintenant? Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, cette intuition qu'il faut apprendre au quotidien, elle vient du fait qu'on est dans une situation de changement permanent où les connaissances sont très rapidement obsolètes et où on ne peut plus, et tout le monde le sait bien, faire une formation et travailler toute sa vie avec les compétences acquises dans cette formation. C'est plus possible. On est obligé en permanence, d'être en train de produire ses propres compétences. Et au fond, le phénomène de l'entreprise apprenante, il est arrivé à un moment où ce dont les entreprises ont besoin, c'est qu'on fasse évoluer en permanence les compétences. Alors, si on s'intéresse à comment on apprend, au fond, moi, quand j'apprends tout seul dans mon coin, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je me confronte à une situation que je connais pas, j'essaye d'en tirer des leçons et j'essaie de construire à partir de là des savoir-être et des comportements et des connaissances que je n'avais pas. Et en fait, on va s'apercevoir que au fond, c'est ce qui se passe dans la démarche d'entreprise apprenante. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs niveaux d'apprenance dans l'entreprise. Il y a l'apprenance pour l'individu, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que disait tout de suite Laurent, c'est-à-dire en fait, ça sert à quoi? Ça sert à faire que les compétences s'échangent, que tout le monde ait le même niveau de compétences, que quand quelqu'un sait quelque chose, il transmet aux autres. Donc ça sert l'individu
ça sert à l'individu à mettre en place les compétences dont il a besoin pour exécuter son activité. Et là, pour ça, on a des outils, des démarches comme la FEST. Je pense que maintenant, tout le monde sait ce que c'est que la FEST, la formation en situation de travail, qui permet de partager et d'échanger des savoirs et des savoir-faire. Ça, c'est au niveau individuel. Alors, en même temps, l'entreprise apprenante ne se résume pas à ça. C'est-à-dire, il ne s'agit pas juste de dire qu'est-ce que je pourrais faire pour que mes gars, individuellement, développent leurs compétences. Ça va au-delà de ça. Parce que l'entreprise, elle est aussi apprenante pour les équipes. Et on voit bien au travers de ce que décrivait Laurent, les outils du type TWI, QRQC, etc., etc. L'équipe produit sa propre compétence. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas juste de donner une compétence qui était ailleurs et de l'amener quelque part ailleurs. Il s'agit de produire de la connaissance, produire de la compétence. Et donc ça, c'est un deuxième niveau d'apprenance dans l'entreprise. C'est l'entreprise apprenante pour l'individu, mais aussi pour l'équipe. Et puis, il y a un troisième niveau qui apparaît quand on regarde un petit peu ce qui se passe. Enfin, moi, je sais, j'ai un peu été explorer les choses chez vous, à Bibron, mais pas seulement. En fait, on s'aperçoit que l'entreprise elle-même produit de la connaissance et de la compétence. C'est-à-dire qu'en fait, il s'invente dans le quotidien du travail des choses qui n'existaient pas, qui ne préexistaient pas. C'est-à-dire que l'entreprise produit sa propre expertise. Et alors, on le voit d'une manière assez forte dans les entreprises du digital, dans lesquelles les connaissances ne préexistent quasiment pas. Vous savez très bien que quelqu'un qui s'est formé au digital, au bout de 2 ans, il est complètement obsolète, il est hors circuit s'il n'a pas en permanence produit des compétences. Et donc, à chaque fois qu'une situation est nouvelle, à chaque fois qu'on aborde quelque chose qu'on ne connaît pas, la confrontation à cette chose nouvelle nous amène à produire de la connaissance individuellement, collectivement dans les équipes, mais aussi pour l'entreprise. Et on va voir que des entreprises comme Bibron, si elles sont adaptées à l'évolution du marché, c'est parce qu'elles sont elles-mêmes productrices de leurs propres compétences. Voilà. Donc, au fond, globalement, quand je me pose cette question, je m'aperçois d'une chose, c'est que qu'est-ce que c'est qu'apprendre? En fait, c'est transformer, c'est changer l'expérience en compétence. Quand les individus ou les collectifs se confrontent à un problème, ils produisent de l'expérience, et cette expérience ne devient de l'apprentissage, ne devient un apprentissage qu'à partir du moment où il est formalisé. Et au fond, tous ces outils du type GI, TWI, FEST, machin, etc., tous ces outils-là, ils ont une seule fonction, c'est de transformer le vécu d'expérience en quelque chose de formalisé, de partageable et surtout de conscientisable. C'est-à-dire que l'individu est conscient de ses connaissances, l'équipe est consciente de ses connaissances, mais l'entreprise elle-même aussi. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, l'entreprise le fait exprès, le fait consciemment, produire ses propres connaissances. Et puis il y a un autre niveau aussi que là j'ai découvert dans une autre entreprise qui est, c'est Leroy Merlin avec lesquels on a travaillé, qui produit de la connaissance pour son environnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement l'individu, l'équipe et l'entreprise, mais il y a aussi l'environnement. On peut arriver, et c'est tout à fait souhaitable, de faire que l'environnement de l'entreprise profite en quelque sorte des connaissances que produit l'entreprise. Vous avez Leroy Merlin, quand vous allez chez Leroy Merlin, vous avez plein de petits MOOC, de petits systèmes qui vous permettent d'apprendre des choses sur comment on fait du plâtre, comment on fait des choses. Et ça a un effet très intéressant, c'est que ça fidélise formidablement les clients, sachant que les clients de Leroy Merlin, c'est le particulier, mais c'est aussi l'artisan du coin. Et ce qu'on voit, c'est que Leroy Merlin, des boîtes comme Leroy Merlin, forment leurs propres sous-traitants, leurs propres clients, et donc, au fond, fidélisent à la fois leurs fournisseurs et leurs clients, et en même temps, introduisent une relation qui est extrêmement économique. Parce que quand ça n'est pas fait, j'ai d'autres entreprises que je ne citerai pas, où on pressure les sous-traitants sans s'en préoccuper, en se disant ils ont qu'à se démerder, c'est leur histoire. En fait, ça crée une très mauvaise relation avec énormément de pertes. Ça se peut chiffrer en millions de pertes pour certaines entreprises avec lesquelles j'ai pu travailler. Alors que si je me dis ce que je développe comme connaissance, si je le transfère à mes sous-traitants, ils vont travailler d'une manière beaucoup plus efficace, ils vont être beaucoup plus fidèles. Et on va faire des économies en quelque sorte. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au fond, investir dans l'apprenance, c'est clairement un investissement extrêmement rentable parce que vous fidélisez vos salariés, parce que vous n'avez plus besoin, si vous êtes connu comme une entreprise qui recrute sur ce mode-là, vous n'avez plus besoin de faire de démarches RH, c'est les gens qui vont venir. Donc, c'est extrêmement économique d'investir dans l'apprenance. Voilà, donc il y a 4 niveaux. L'individu, l'équipe, l'entreprise et l'environnement. Ces 4 niveaux sont impactés par la démarche d'apprentissage.
Alors, un peu en synthèse, ce qui me paraît très intéressant finalement, c'est la mise en œuvre d'une démarche à travers des outils dont on a parlé. C'est des exemples, le TWI, le QRQC, le shop floor management ou les animations à intervalles courts, par exemple, pour finalement c'est au fond reconnaître que la connaissance se produit pendant qu'on fait le travail. C'est ça le point clé. On vit dans un monde où on vient d'un monde cartésien dans lequel il y a une séparation entre la pensée et l'action. Et en fait, là, on est dans un paradigme complètement inverse, c'est-à-dire qu'on réconcilie la main et la tête. L'action et la pensée, quoi, en quelque sorte. C'est un point très très important. Ok, donc on va peut-être clore ce chapitre-là sur ces outils et comment ils peuvent. Alors oui, un autre point quand même important. Donc, et tout ça se fait donc au plus bas, au poste de travail. Et les outils, c'est des outils dont s'emparent les gens du terrain, quoi. C'est ça qui est important de se rappeler. Alors il y a quelque chose qui m'intéressait moi particulièrement, c'était aussi comment les opérateurs sont associés au choix, à la définition et au choix des moyens de production. Ce que j'appelle, c'est un des aspects de ce que j'appelle le design du travail, c'est-à-dire permettre aux personnes qui travaillent sur le terrain de participer à la définition de leur propre travail. Vous savez que traditionnellement, dans le taylorisme, la définition du travail est faite par d'autres, c'est les méthodes, etc. Et là, le design du travail, c'est les gens qui s'approprient finalement leur propre travail, leurs outils, leurs machines, leurs équipements pour participer à la définition du travail. Et donc, et en discutant avec Laurent, je me suis aperçu qu'il y avait de telles pratiques. Chez Bibrand, tu peux nous parler de la façon dont aujourd'hui tu associes les opérateurs à l'acquisition des moyens de production, par exemple? Ouais. Alors, je vais faire un petit historique pour que vous compreniez pourquoi j'ai implémenté autre chose. Hein. Donc, je suis arrivé ici il y a 3 ans, donc on achète à peu près 1 à 2 machines par an. Donc le coût des machines, ça peut varier entre 1,5 million et 3,5 millions, donc c'est pas non plus de petits investissements. Ce que j'ai constaté en discutant justement avec beaucoup d'opérateurs, acteurs du terrain, c'est que les machines, ça convient jamais, elles fonctionnent pas, elles sont pas adaptées, ergonomiques, etc. Donc, et je comprenais pas pourquoi on est arrivé là. Et l'idée, c'est que je me suis vite rendu compte que c'était l'ingénieur qui allait qui faisait le cahier des charges et qui allait chez le fournisseur pour acquérir une machine. Donc, ce que j'ai mis en place en arrivant, c'est un groupe de travail. Un groupe de travail, ça consiste en quoi? Ça consiste à avoir les opérateurs, on va dire la maintenance, l'infirmier ergonome, la sécurité et l'ingénieur autour de la table pour dire, OK, on veut une nouvelle machine. Qu'est-ce qui est important pour cette nouvelle machine? Que ce soit la sécurité, forcément, la qualité d'équipement et l'équipement adapté à la personne qui va travailler dessus. C'est-à-dire que quand je prends un exemple, on a des rouleaux aujourd'hui de films ou de non tissés. Si vous les mettez en positionnement à 2 mètres et qui font 40 kilos, c'est compliqué pour l'opérateur. Un changement d'équipement, c'est compliqué pour l'opérateur si c'est pas adapté à l'opérateur. Hein. Ça peut être très très bien designé pour le fournisseur, ça peut être très bien designé pour l'ingénieur. Pour autant, si l'opérateur il s'y retrouve pas, derrière vous allez avoir des problèmes techniques, vous allez avoir des TMS, vous allez perdre du temps dans le changement de format. Donc l'idée vraiment, c'est encore une fois de faire participer les gens qui travaillent sur l'équipement et qui vont y travailler. Donc c'est valorisant pour les personnes, c'est-à-dire que pour la première fois, ils sont partis voyager en Allemagne. Dès le démarrage, ils ont participé au cahier des charges, c'est-à-dire qu'ils étaient autour de la table un peu perdus aussi parce que jamais fait ça. Donc on les a accompagnés aussi dans ce changement, parce que c'était pas évident de se retrouver autour d'une table et d'acheter une machine. Vous imaginez bien, donc il y a tout un accompagnement aussi qui se fait. Et derrière, tout le plaisir aussi pour eux d'aller voyager. La première fois qu'ils prenaient l'avion, pour certains, aller en Allemagne chez un fournisseur. Forcément, ils ne parlent pas ni anglais ni allemand, mais pour autant, ils ont des traducteurs, donc ils peuvent passer leur message. Et donc, grosso modo, ça vous fait une équipe de 5 personnes, 5-6 personnes, qui voyagent à chaque fois, plusieurs fois, 3 à 4 fois, pour définir la machine, la récupérer ici et leur participer entièrement au projet. Et au-delà de la participation et de la fierté et de la connaissance qu'ils ont acquise,
c'est le partage avec leurs autres collègues pour les autres futurs équipements et l'expérience qu'ils ont acquise. Pour moi, dans ce type de fonctionnement, tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant, c'est-à-dire qu'on a une machine qui convient à tout le monde, qui va fonctionner immédiatement et qui est connue par les acteurs dès le démarrage, non pas ils découvrent la machine quand elle arrive sur le site. Donc, depuis le démarrage, ils connaissent la machine, les détails de la machine. Donc, vous imaginez bien, demain, vous avez un problème sur la machine, vous avez une recherche, une route cause analysis. La personne a participé à la création de la machine, donc elle connaît très très bien la machine. Elle peut imaginer déjà d'où vient le problème. Elle a participé à la conception, elle a participé aux essais, donc imaginez bien qu'elle a pu connaître aussi des défaillances chez le fabricant. Donc il y a toute une richesse derrière qui est acquise par les opérateurs, par toute la maintenance, par la qualité de cette machine qui est une vraie richesse acquise au fur et à mesure. Donc d'où l'importance de faire participer. Je veux dire, si on revient sur les questions que j'ai pu entendre à l'époque, c'est le coût du voyage, c'est rien par rapport à cette acquisition-là. L'acquisition de la vraie connaissance des opérateurs et la fierté d'avoir acheté une machine qui fonctionne en plus, mais c'est pas mesurable. Et ça va générer dans le temps en plus. Voilà. Ouais, Ok. Si je me permets, ce que dit Laurent répond en partie à la question que je vois d'Olivier. Comment mesurez-vous les progrès obtenus et comment partagez-vous? Ça, c'est là. Le bénéfice, il est dans l'engagement, il est dans la compétence qui fait qu'on n'a pas besoin de téléphoner tous les 3 jours au fabricant en lui disant hein, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'il faut faire là? Donc là, il y a plein de bénéfices. C'est évident. Ils sont immédiats. Je me souviens d'avoir posé la question à un entrepreneur en lui disant combien vous avez mis de temps à ce que l'installation d'une démarche apprenante trouve sa rentabilité par rapport à l'investissement que ça suppose. Sa réponse, ça a été tout de suite. Parce que déjà, au bout de 15 jours, j'avais moins de rebuts, moins de pertes. Donc, c'était immédiat. Donc, le progrès, le bénéfice, il est immédiat. On le voit tout de suite dans l'engagement, dans la performance des personnes. Il est immédiat. Et si je peux rajouter quelque chose, il est immédiat dans le sens où il y a un premier gain qui est immédiat dans le sens où à partir du moment où vous allez voir les opérateurs, vous dites mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi votre ligne ne fonctionne pas, etc. Il a la réponse le plus souvent, mais on ne m'autorise pas à le faire ou on ne m'écoute pas. C'est phénoménal. Si vous faites le tour de vos ateliers, pour ceux qui connaissent un peu le sujet, les gens vont vous dire mais oui, je sais ce qui se passe, hein, mais bon, on m'a jamais écouté. C'est une caricature à peine. À peine, bien sûr. Oui, juste un mot pour les auditeurs, là, pour ceux qui nous suivent. N'hésitez pas à mettre vos questions. Alors, tout le monde a mis les questions dans le chat, donc n'utilisez pas l'onglet questions à côté. Restez dans le chat et si vous avez des questions, posez-les. On a une séquence prévue de 10 minutes d'échange sur les questions. On reviendra d'ailleurs sur comment mesurez-vous les progrès. Je pense que Laurent aura à nous parler de ça. Mais dans la séquence de questions. Mais avant cela, je pense que ça serait intéressant que Denis revienne sur l'entreprise apprenante et finalement comment se fait, qu'est-ce que c'est que le savoir apprendre et comment se fait, quelle articulation avec le process de formation. Alors ça c'est extrêmement important. Alors pour situer cette question-là, je vous rappelle. Il y a 3 ans, j'ai fait l'audit d'un organisme de formation du BTP qui est en Normandie, qui a complètement révolutionné ses pratiques de formation, qui prend des jeunes complètement en échec et qui, en très très peu de temps, les rend extrêmement performants, leur permettent d'acquérir un diplôme et par des méthodologies, alors vous connaissez tous la classe inversée, le maître ignorant, toutes ces choses-là, créer les conditions pour que on a ça rue 42, je pense que vous connaissez, ça arrange pour que ce soit l'apprenant qui construise son savoir. Et en fait, on s'aperçoit que ce genre de centre de formation, d'abord à l'oreille très attentive des patrons, pour une raison très simple, c'est que les gamins sortent de là, ayant appris un métier, c'est-à-dire ayant une expertise technique, hein, ils ont leur CAP, ils ont leur BEP, et en même temps ont développé des compétences à apprendre. Et en fait, on va s'apercevoir que la désaffection des entreprises pour les centres de formation traditionnels vient du fait essentiellement que les gamins sortent de là ayant une expertise technique mais ne savent pas apprendre, étant passifs par rapport au savoir parce qu'ils ont été dans un processus apprenant qui les met en posture de passivité comme dans n'importe quelle formation initiale traditionnelle. Tandis que lorsqu'on inverse le processus et qu'on met les formés en situation de produire leurs propres connaissances, ils arrivent en entreprise sachant apprendre. Donc, ils ont à la fois le savoir technique et à la fois le savoir apprendre. Et on va s'apercevoir que dans des entreprises, je ne pense pas que Laurent, tu dises le contraire,
un des atouts essentiels d'un salarié dans une entreprise apprenante, c'est que déjà au départ, il sait apprendre, il sait se poser des questions, il se rend compte qu'il a un problème, il ose en parler à d'autres, il met pas la poussière sous le tapis comme on le fait traditionnellement. S'il est dans une entreprise qui valorise autant la performance que l'exploration de l'erreur, bah, il sait le faire, il a appris à le faire, et donc il rentre très vite dans le processus. Donc un des freins de la mise en place d'une entreprise apprenante, il est aussi du fait que les processus de formation traditionnels ne savent mettre les apprenants qu'en position de passivité par rapport à la connaissance et pas du tout rendre acteurs de leur propre connaissance. Et donc, un des grands progrès à faire dans le monde de la formation, c'est comment faire. Alors, il y a plein d'expériences. Moi, j'en ai connu dans le BTP, mais aussi dans la métallurgie, dans le digital. Comment créer des processus de formation qui, à la fois, développent des compétences techniques et à la fois développent les compétences d'apprentissage. D'accord. Je vous propose qu'on passe, on est bien dans les temps là, je crois. Je vous propose qu'on passe à une séquence d'au moins 10 minutes de réponses aux questions. Donc, n'oubliez pas de les poser dans l'onglet chat de l'interface. Donc, je reprends d'abord une question qu'on a commencé à aborder de Olivier Carbonaro, qui est comment mesurez-vous les progrès? Et là, je m'adresse à Laurent. Comment mesurez-vous les progrès obtenus et comment partagez-vous ces infos avec les collaborateurs? Alors mesurer, on a mis bêtement, on a mis sur les lignes ce qui était important et compréhensible pour les acteurs, c'est-à-dire le niveau de performance de la ligne, les niveaux de rebut, les niveaux de qualité, et puis le temps perdu sur des choses simples. On parlait ce matin, j'en parlais encore avec le responsable maintenance, c'est encore une fois, si on fait un arrêt la nuit, par exemple, le nombre d'arrêts qu'on fait la nuit pour faire un changement de format qui n'est pas forcément bien planifié et qui va générer peut-être un arrêt derrière. Donc, il y a quelques indicateurs clés. Donc, il y a les basiques, on va dire l'efficience de la ligne, le nombre de rebuts aussi, qui est important, avec des objectifs qui sont définis aussi par les opérateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je veux dire, prendre l'exemple de l'année 2020, on s'est fait 63% de TRS. On se dit, OK, l'année prochaine, on se fait 65. C'est l'opérateur qui dit, moi, je sais que je peux gagner 2 points. Donc ça, c'est un premier point. C'est l'opérateur qui va dire, OK, moi, je m'engage. Je m'engage à faire le job et de gagner 2 points. Par contre, en face, j'ai peut-être besoin qu'on s'organise différemment pour telle ou telle chose. Le niveau de rebut qui est important, parce que c'est un coût, c'est directement à la poubelle, donc c'est pas forcément un gain. Et derrière, on en rajoute d'autres indicateurs. Donc on évoquait encore ce matin avec le responsable de maintenance, on dit, OK, on veut arrêter de faire des changements la nuit. Par exemple, parce que s'il y a le moindre problème technique, l'équipe est réduite, etc. Donc, c'est un indicateur qu'on s'est mis. Est-ce qu'on a eu, malheureusement, à déplorer un changement de format la nuit pour X raison? Ça peut être aussi, est-ce qu'on a utilisé les temps morts de la machine? Je sais il y a des équipes moindres, on va dire le lundi après-midi ou le vendredi après-midi, par exemple. On dit, est-ce qu'on a utilisé ces temps-là, ces temps morts, par l'équipe pour faire de la maintenance préventive? Donc, c'est des points pareils qu'on note, on se dit, OK, on veut vraiment améliorer ça, mais c'est encore une fois, c'est des décisions qu'on a prises avec les acteurs. Ils veulent, eux, améliorer la performance de leur équipement. Donc, ça, c'est partie des choses qu'on mesure. Derrière, vous allez vite voir l'absentéisme qui va se réduire parce que les gens vont venir avec la boule, badger, faire ses heures et puis repartir sans aucun intérêt, et venir aussi avec de l'envie. Il va venir aussi avec de l'envie d'atteindre ses objectifs. Donc, chaque année, on a gagné aujourd'hui, on est à 65 de TRS, on a gagné, je suis arrivé, on était à 57. Donc, en 3 ans, on a gagné 7 points, 8 points de TRS. On a réduit les rebuts de 500 000 euros. Vous voyez bien qu'on a vite rentabilisé les quelques personnes qu'on a pris en OPEX ou les temps d'arrêt des machines pour former les personnes, pour faire du TWI, de la formation. Tout est vite rentabilisé, très, très, très clairement. Donc voilà, c'est des premières mesures qui sont très claires, très nettes. On a réduit les équipes de week-end, donc forcément, les coûts sont forcément moindres. Quand on ne produit pas le week-end, c'est pas le même prix. Voilà, et il y a aussi une vie au travail qui est quand même beaucoup plus agréable, beaucoup plus d'investissement des équipes et un vrai plaisir à venir participer. Donc c'est que du gain sur l'humain, sur le bas de page pour ceux qui parlent finance. Donc tout le monde est content, entre guillemets, tout le monde participe à la vie, tout le monde apprend quelque chose, tout le monde se reforme à quelque chose. Parce que je rebondis sur ce que disait Denis, on ne se forme pas une fois dans sa vie et on arrive pendant 45 ans, ça y est, enfin à retraite, j'ai rien fait d'autre. Et le vrai problème que j'ai pu voir à travers différentes entreprises, c'est qu'il y a beaucoup de personnes se sont formées, ont rentré dans l'entreprise il y a 20 ans, il y a 15 ans, ne se sont jamais reformées. Ou aussi Excel, Word,
Voilà, pour moi, c'est pas de la formation. Hein. Ils ne sont jamais reformés au métier d'aujourd'hui. Et résultat, on arrive à un moment donné, qu'est-ce qu'on va faire de cette personne-là parce que elle n'est pas au niveau. Mais c'est pas de sa faute si elle n'est pas au niveau. Si on n'a pas su l'accompagner, si on n'a pas su la former avec l'évolution de l'entreprise. Alors le but du jeu, c'est pas de sortir les gens parce que on s'en sert plus, on n'en veut plus. Ça, c'est pour moi, c'est pas travailler avec les acteurs et travailler sur leurs besoins. Le besoin d'entreprise il est équivalent au besoin de l'acteur en face. Donc, il faut vraiment motiver les gens, leur donner envie de continuer à travailler entre entreprises, continuer à participer, à être actif, pour vraiment donner une vraie vie à ces personnes et donc de valoriser l'entreprise derrière. On est gagnant sur toute la ligne derrière. Ok, j'ai une question de Ramon Choituri. Comment est gérée la formation et la montée en compétences des collaborateurs? La formation, c'est pour une entreprise apprenante, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, la formation, je sais pas si c'est Denis qui répond. Ouais. Non, vas-y. Non, alors, nous, la formation, elle peut être immédiate en fonction de la problématique qu'on a rencontrée à travers un GI. Hein. Donc, ça veut dire que on a eu un problème pendant la nuit, on s'est rendu compte que tel opérateur a mal fait le changement parce que il pensait faire bien et puis il manquait 2-3 connaissances ou 2-3 effets techniques qu'il connaissait pas. Donc, c'est tout de suite, on remet un GI en place, on prend les experts et c'est un peu l'idée du QRQC. C'est tout de suite, on a vécu le problème. On prend les personnes de l'OPEX, ils viennent, ou les experts GI, et ils viennent, avec la personne, ils essaient de comprendre ce qui s'est passé, ils viennent fournir les experts et redéroulent un GI pour ce problème-là, parce que si la personne l'a vécu, il y a peut-être d'autres qui vont le revivre derrière. Donc, si on peut s'éviter de recommencer la même bêtise, c'est immédiat pour moi. Donc, ça, c'est le premier point. Denis, je te laisse. Ouais. Moi, ce que je rajouterais à ça, c'est que c'est le concept de formation qui est en question là. Parce qu'en réalité, ce dont nous sommes en train de parler, c'est pas forcément d'un processus de formation, c'est le processus de développement de compétences en continu. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit quand on explore une usine comme B-Brown que apprendre fait partie du processus de travail. Il n'y a pas de moment où j'apprends et de moment où je travaille. C'est j'apprends en travaillant et je travaille en apprenant. Ouais. Et donc, l'adaptation d'une entreprise comme B-Brown vient du fait que la valorisation de l'apprentissage, travailler c'est apprendre et apprendre c'est travailler, et que donc on considère que l'activité d'apprentissage est une activité qui fait partie du travail. Et ça, c'est absolument central. On n'arrivera pas à... Vous savez pourquoi est-ce qu'en France, les 35 heures n'ont pas réussi? C'est parce qu'on n'a pas réussi à mettre en place un mode de fonctionnement qui permettait le partage, le transfert et le développement des compétences en continu. C'est pas de produire pendant 35 heures et puis après d'aller se coucher parce qu'on est fatigué, on a travaillé plus intensément. Il s'agissait de produire des biens et des services, en même temps de produire de la compétence. Si on avait su ça, les 35 heures auraient été une réussite formidable. C'est ça qu'on n'a pas su faire. C'est travailler, c'est pas produire des biens et des services, c'est produire des biens et des services et de la compétence. Tout à fait. Et on pourrait dire travailler c'est apprendre et apprendre c'est travailler, et travailler c'est penser et on pense en travaillant aussi. Hein, il y a des questions intéressantes. Je vois Anne, oui, il y a la réaction des opérateurs. Alors, Laurent a évoqué la réaction des opérateurs. On ne m'écoute pas. Comment se fait l'écoute? Durant les réunions AIC uniquement, ou shop floor management, dans son langage, y a-t-il des boîtes à idées comme dans certaines entreprises? Alors, je suis pas du tout en faveur de la boîte à idées parce que c'est totalement impersonnel et puis les gens en général, ça marche pas quand vous en avez 5 par an des idées et puis c'est pas qui l'a mise, il n'y a pas de valeur ajoutée derrière. Je pense que si on en est arrivé à la boîte idée, c'est qu'on ne veut pas savoir. Voilà, c'est vraiment le truc. La vraie écoute, c'est quand le directeur du site, les managers se déplacent sur la ligne pour écouter les gens, dire tiens, ben ça va aujourd'hui, vous asseyez avec eux, vous voyez un peu les résultats, ben ça va pas bien, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en général, vous avez l'écho de ce qui se passe ou ce qui se passe très bien. Et dès que j'ai du temps, je descends et je vais discuter avec les personnes qui sont très contentes ou surprises ou pas à l'aise, hein, ça peut arriver aussi, hein, faut pas se leurrer, et qui voient le directeur est descendu, tiens, il y a un problème. Enfin, moi, ça m'est arrivé d'aller faire des tests sur les lignes avec les opératrices, on était sur un sujet urgent, quoi. Alors là, elles sont un peu gênées de me voir, mais l'écoute, elle est là, de montrer que moi déjà, pour commencer par moi, je suis sur la ligne avec eux pour les écouter. Donc les managers derrière, ils enchaînent aussi parce qu'ils voient bien qu'il y a cette démarche, les gens ont envie de parler, sont à l'aise ensuite. On parle encore une fois, on parle de confiance. Hein. Quand vous avez le directeur qui est à côté de vous, vous n'êtes pas forcément à l'aise au démarrage. Mais quand vous avez des discussions, vous voyez que ça se passe bien et qu'il vous écoute et que le lendemain, il a résolu votre problème, ça passe par là. Encore une fois, oui, je vois le Gemba
c'est au-delà de parler du japonais, parce que je sais que j'ai des collègues qui sont pas très, très japonisants, hein, pour le coup, et je suis assez d'accord avec eux. Il y a plein d'autres termes que le gemba, même si effectivement dans le lean on utilise les termes japonisants, mais je pense qu'il y a des choses assez simples. Encore une fois, gardons keep it simple, hein, parce que vous n'êtes pas avec des ingénieurs. Hein, c'est pas non pas de dévaloriser les gens, mais pas les japonais, c'est pas forcément les aider. Mais encore une fois, la présence, encore une fois, fait vraiment du bon sens. Vous avez un problème, vous voulez valoriser les gens, vous voulez écouter les gens. Commençant par moi, j'y vais, quoi. J'y vais, je vais discuter avec eux et je leur montre que je suis présent, que je suis à l'écoute et que le lendemain, même si c'est un petit problème de rien du tout, que c'est un truc bête, et donc on a le management à travers les revues n'a pas tenu compte de ce petit truc bête, et ben on le met en route, quoi. Parce que justement, c'est bête, ça prend pas de temps, mais elle, ça lui pose un problème. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est vraiment de montrer l'exemple déjà. Et puis après, il y a, comme je dis, il y a pas que le shop floor management, il y a plein de petites choses que l'on fait entre nous, où on se déplace, on fait une petite mini réunion, où on fait une réunion entre de nouvelles machines, il y a plein de moments où on peut s'exprimer. Et ce qu'on demande aussi aux gens, en priorité, c'était dur au démarrage, forcément, vous imaginez bien, c'est quand on fait ce shop floor management au premier niveau, c'est eux qui s'expriment. Donc, faut imaginer bien, quand vous avez le manager qui est là, et nous, on écoute. La différence, elle est là. C'est pas nous qui expliquons, bon, bah là, le résultat n'était pas bon, il s'est passé ça, 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 et les gens sont là, comme disait Denis, passifs. Non, c'est eux qui nous expliquent ce qui s'est passé, parce que c'est eux qui connaissent le problème, qui étaient devant le problème à ce moment-là, et qui nous disent, bah voilà, moi j'ai besoin d'aide ou j'ai pas besoin d'aide, j'ai résolu le problème. Donc, sujet clos, et j'ai besoin d'aide, ou il faut changer tel équipement parce qu'on s'est rendu compte que tel équipement était fatigant, était fatigué, etc. Et il y a même les équipes support, hein, il y a la qualité, vous avez les R&D de temps en temps, etc. Et les gens sont là pour écouter les opérateurs, et non pas l'inverse. Et je pense que l'écoute, elle passe par là, quoi. C'est de montrer l'exemple et d'être vraiment là, physiquement, pour écouter les gens. Mmh. Et à chaque fois que vous créez une situation où les opérateurs sont amenés à parler, vous développez chez eux la capacité à formaliser et donc à prendre conscience. À chaque fois qu'ils parlent d'un problème, non seulement ils créent les conditions pour le résoudre, mais ils développent ses capacités. Donc, si vous voulez, chaque problème est l'opportunité d'un grandissement, d'un apprentissage, d'un développement d'une compétence nouvelle, etc., etc. Donc, ce que je trouve très intéressant dans cette démarche-là, c'est comment, au lieu de mettre les problèmes sous le tapis en se disant patate chaude, l'autre il se démerdera dans l'étape suivante, on se dit à chaque fois qu'il y a un problème, on a une occasion d'apprendre quelque chose. Chouette, on a un problème. Bon, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça quand même. On a un problème, il y a quelque chose qui va pouvoir s'apprendre, pas forcément en termes de résultats de production, mais en termes de compétences, en termes de relations avec les collègues, en termes de... Tout ça, c'est extrêmement important. J'ai une question sur le budget annuel formation de B. Brown. Basique. Basique, il n'y a pas un extra budget. Hein. Il y a le budget basique, on va dire un chouille plus que ce qui est recommandé, on va dire obligatoire. Mais après, c'est plus des... si on a besoin d'un budget supplémentaire, on est sans exagérer, hein, s'il y a un projet spécifique qui est lancé, on mettra les 10 et les 20 000 euros en plus parce qu'on aura justifié auprès des Brown l'investissement et le gain qu'il y aura derrière. Donc, ce qui est important quand on démarche ce genre de démarche, c'est vraiment d'avoir les personnes aussi, hein, les personnes présentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'avais une équipe ligne qui était inexistante, hein, amélioration continue. J'ai aujourd'hui 3 personnes, mais sont largement rentabilisées, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et derrière, forcément, au lieu d'orienter, parce que je vois la question de Ramucho aussi, je vais y répondre en partie, il y a des choses qu'on peut apprendre en interne, parce qu'on a les compétences, et des choses qu'on va chercher en externe. Moi, le TWI, moi, j'en avais la connaissance, mais ici, il n'y a pas la connaissance. J'ai fait appel à des personnes qui maîtrisent le TWI ou avec QRQC. Et c'est bien aussi d'avoir la partie extérieure avec des gens qui sont de terrain, on va dire, pour pouvoir apprendre. D'avoir d'autres points de vue, comme le disait Denis, il y a plein d'entreprises qui ont fait plein de choses dans d'autres domaines totalement différents de la santé. Pour autant, c'est aussi riche que la santé, hein, et on apprend aussi des autres domaines. Malheureusement, je sais qu'en France, on est très segmenté par domaine. Puis on apprend autant du bâtiment, parce que j'y suis passé aussi dans le bâtiment, de la chimie du bâtiment. On apprend autant que dans la santé, donc il n'y a pas de domaine. Ça dépend vraiment des compétences que vous avez en interne et en externe, mais je pense que c'est aussi riche, encore une fois, de partager les deux. Ouais, il y a peut-être une remarque à faire, c'est qu'en fait le budget, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a tout ce qui se passe en dessous de la ligne de flottaison, qui est l'apprenance au poste de travail tous les jours, oui, et qui n'est pas budgété. Donc ça ne veut pas dire qu'une entreprise apprenante n'investit pas beaucoup dans l'apprenance, mais ça se traduit pas forcément par un budget de formation qui explose. Tout dépend. Non, et ça peut se traduire par un budget positif dans la mesure où c'est ce que j'avais fait à une entreprise du digital. J'avais amené ses salariés à faire des petites vidéos sur toutes les inventions qu'ils faisaient.
qu'ils diffusaient et qui vendaient. Et donc, en fait, on peut faire de la formation un objet de rentabilité, alors économique si on a envie de le vendre, mais aussi de développement de notoriété, d'expertise dans le réseau des entreprises. On sait que dans cette boîte-là, il y a des gens qui savent parce qu'on a vu leurs vidéos. Donc, quand on a un problème, on s'adresse à eux. Donc, du coup, ça vous amène des clients. Ça vous fait économiser l'argent sur la recherche de salariés parce que tout le monde veut venir bosser chez vous. Donc, la notoriété, c'est aussi une source de financement formidable, en tout cas d'économie. Même si Ouais. c'est pas... Alors, je rebondis sur la question de Ramucho Ouais, que tu as vu. La montée en compétence est-elle gérée en interne ou via des organismes? Y a-t-il un B-Brand Production System? Alors, en partie, il y a quelque chose qui existe en Allemagne, hein, chez B-Braun, hein, sur la partie notamment technicien, sachant que nous, on a ce qu'on appelle BTC, donc B-Braun Technology Center, où on fabrique nos propres machines, hein, pas pour mes produits à moi, mais pour d'autres produits dans le monde B-Braun. Donc, ils ont besoin de techniciens. Et comme vous le savez tous, j'imagine, un technicien ne court pas les rues. Donc, ce qui a été décidé par B-Braun, c'est d'avoir sa propre école en fait d'apprentissage autour de leurs propres équipements. Donc, voilà, il y a une connaissance, il y a un apprentissage de toutes les technologies qui sont aujourd'hui courantes, hein, sur les équipements et qui est faite en Allemagne. Donc ça existe. Ce qui est important aussi, parce qu'on revient sur la formation, parce qu'on parlait du coût de la formation, je reviens juste en disant, je vous invite à aller regarder ce que vous dépensez dans le budget de formation, et regarder l'utilité des formations que vous y mettez. Moi, quand je suis arrivé ici, comme partout ailleurs, quasiment, on voit de l'Excel, du Word et des langues. Regardons si les personnes qui ont utilisé ces formations-là en ont réellement besoin, comparativement à des personnes de terrain qui auraient besoin du TWI, maintenance, automatisme, etc. Le but du jeu, moi, enfin, je l'ai vu dans beaucoup d'entreprises, c'est de remplir le budget de formation avec le souhait de tel collaborateur, sans même se poser la question de savoir s'il y a vraiment un intérêt stratégique pour l'entreprise. Donc le budget, il est vite dépensé dans des choses inutiles, je pense. Ok, ça fait transition avec un sujet que tu voulais aborder, Laurent, et qui résonne par rapport à une remarque de Hans Zugar sur à propos de la stratégie. Comment? Oui, il reste 5 minutes, 4 minutes, donc on est dans la conclusion. Et donc tu voulais aborder avec nous un projet que tu as autour de la définition de la stratégie. Oui, alors en fait, au bout de 3 ans, ce qui est, bon, voilà, vous avez compris qu'on essayait d'implémenter beaucoup de choses. Au bout de 3 ans, mon souhait pour l'année 2022, c'est que ce soit, on va dire, les acteurs terrain qui remontent une stratégie. Alors, qui remontent leur stratégie par rapport à leur environnement, hein, leur équipement machine, différents groupements de machines, et qui me remontent leur propre stratégie en disant, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils fixent déjà leur niveau d'atteinte d'objectifs, mais j'aimerais bien que eux me remontent aussi leur stratégie pour servir, encore une fois, le patient derrière. Donc, et moi, de concaténer, si on peut dire, l'ensemble des visions de tous les services, de tous les acteurs de l'entreprise pour dire, OK, on a construit une stratégie ensemble, vous l'avez élaborée avec nous. C'est vraiment la prochaine étape. Alors, encore une fois, c'est ambitieux, hein, parce qu'on passe du pyramidal au je vous remonte notre stratégie, c'est quelque chose d'ambitieux. Néanmoins, je pense que, encore une fois, dans la participation, dans l'activation des collaborateurs, c'est essentiel qu'ils se sentent vraiment acteur et capable de définir une véritable stratégie et une vraie richesse pour l'entreprise. Donc, c'est vraiment l'idée qu'on a pour 2022, d'élaborer une stratégie ensemble avec tous les acteurs et non pas que moi, j'essaye de leur passer un message, encore une fois, top-down, qui n'est pas forcément toujours bien compris et apprécié forcément par les équipes. Est-ce que tu sais comment tu vas organiser ça? Parce que c'est pas courant, hein, bien sûr. Est-ce que tu as déjà une idée sur la manière dont tu vas faire organiser la remontée des informations? Alors, on a commencé dès aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que grosso modo, Ouais. dès la revue avec les différents, parce que chaque année on fait l'entretien individuel plusieurs fois par mois, on essaie de se revoir, etc., de poursuivre les indicateurs. J'ai passé le message à mon codir déjà en disant voilà ce que j'attends de vous, voilà comment j'imagine la remontée et comment vous devez capter les informations. Donc, à travers tous les temps morts, vous allez essayer de structurer une remontée pour chaque équipe, chaque équipement. Et donc voilà, ça passe déjà par le top management, encore une fois, et de redescendre et d'essayer de sortir. J'attends pas la première année un truc extraordinaire, hein, mais c'est la démarche qui est intéressante. C'est que la démarche, on avait posé la question aux gens, comment vous imaginez votre entreprise dans les 3 prochaines années par rapport à telle thématique. C'est vraiment la première démarche, c'est le top management qui va passer le message aux équipes, dit bon, bah voilà, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous voyez la chose, et on va récupérer un peu de tout, mais il y aura forcément des choses très intéressantes à mettre en œuvre, et une écoute, encore une fois, une écoute, et on va essayer de
redispatcher ça à travers une diffusion, une discussion avec les opérateurs. J'ai pas répondu tout à l'heure à la question de Ramoucho aussi, ou je sais plus qui avait posé la question. Comment on évoque aussi le passage des résultats. On a installé des télés en fait, dans tous les ateliers avec les résultats, les messages clés, etc. Donc ça permet aussi aux opérateurs de visualiser les messages, les stratégies, leurs résultats, etc. Donc ça permet aussi de diffuser un peu de communication. Donc voilà l'idée en fait. Derrière, c'est d'essayer pour une première année. C'est un essai, encore une fois, donc avec un niveau de réussite qui sera ce qui sera. Mais au moins, il y a la première année de démarche de dire, OK, on a besoin de vous pour élaborer la stratégie, on a besoin de votre savoir, vos connaissances pour demain. Très bien. Juste, je finirai sur regarder l'engagement d'un patron pour ses salariés et regarder à quel point ça peut être source de santé pour tout le monde dans cette histoire-là. Bien sûr. Oui, Ramoucho ici, résultat de rugby. Et de l'aviron bayonnais. Voilà, donc ce séminaire cette table ronde se termine. Merci à tous et puis à très bientôt. N'hésitez pas à nous contacter par les réseaux sociaux ou par l'organisation de la conférence si vous avez d'autres questions. Merci. Au revoir. À bientôt à tous. Merci Laurent, à bientôt. Bonne journée. Ciao. Au revoir.